Alors, comment on va faire pour un jeune beau sportif comme toi? Comment il va éviter l'évolution vers l'arthrose? Comment tu vois les choses, toi? Tu les vois bien. Ouais. Eh ben, c'est un petit peu la continuité de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour protéger un petit peu toutes ces structures passives et éviter que ça dégénère vers de l'arthrose, eh ben, il convient encore une fois, de venir renforcer les structures actives, donc les muscles, de renforcer l'ensemble du système, renforcer aussi justement la justesse dans les actions musculaires, faire qu'elles ont une très bonne coordination et surtout qu'elles répondent de manière efficace et performante à la discipline sportive qui est pratiquée. Il faut que je sois fort dans la discipline, dans les angulations, dans le mode de fonctionnement de mon activité. Donc forcément, il faut une certaine spécificité du renforcement, il faut pouvoir exprimer la force comme c'est demandé dans l'activité sportive. Donc ça demande quand même une certaine compréhension de la logique de l'activité, des moments de force, des leviers sur les articulations, et comme ça on va préserver ensuite par la suite l'articulation et éviter que ça arrive jusqu'à l'arthrose. C'est une discipline de vie. Tout à fait. Discipline de vie. Est-ce que cette discipline de vie doit être enseignée par le kinésithérapeute, Alexandre? Je pense que oui, on a un rôle d'accompagnement pour surtout les éduquer sur les activités qui peuvent majorer les charges au niveau du genou. Mais c'est surtout de leur faire comprendre que l'activité, c'est essentiel. Ouais. Mais après, il y a le problème de j'en fais pas assez ou j'en fais trop. C'est de trouver le juste milieu. Parce que si j'en fais pas assez, le cartilage il se désadapte. Et si j'en fais trop, on le met tellement sous contrainte qu'il va se dégrader. Donc c'est arriver à trouver le bon compromis, lui faire comprendre les différentes charges que peut subir le genou, la hanche ou la cheville, par exemple, et de l'éduquer par rapport à ça. Et voilà, c'est l'activité, c'est clair, mais après l'activité, c'est d'arriver à bien la charger, bien comprendre comment on met les charges sur le cartilage, et d'arriver à être progressif lors de les notions pour qu'ils puissent en faire à chaque fois un peu plus, mais un peu plus, et pas beaucoup plus. Et là, je pense qu'on peut s'en sortir comme ça, puis leur faire prendre aussi conscience de tout l'environnement biopsychosocial. Parce que quand on parlait de charge de travail tout à l'heure, il y a tout ce qui est charge de travail, ce qu'on appelle externe, tout ce qu'on va faire subir au genou, par exemple, lors d'une activité physique, mais il y a tout l'environnement. Si je dors bien, si je mange bien, si je récupère bien, et du coup, cette charge, je vais plus ou moins l'encaisser ou pas. Et ça peut être un vecteur aussi nocif au niveau du cartilage. Donc, gérer toute cette charge, et ça, c'est pas facile. Toi qui as un lien très proche avec des sportifs de très haut niveau, à très forte intensité de travail, il y a un message auprès de ces gens-là pour leur futur, leur 35, leur 40, leur 45 ans, leurs 50 ans, où ils s'en foutent, et tout le monde s'en fout, c'est des chevaux de course, ou vous faites attention à ça? Oui, pour être honnête, oui. On essaie de les sensibiliser à ça, les sensibiliser sur le travail de mobilité, le travail de renforcement, le travail de rodage articulaire en pré-séance, en post-séance, leur faire comprendre que oui, ils gagnent beaucoup d'argent, oui, ils vivent à travers leur sport, mais qu'il va y avoir un après-sport, et que cet après-sport, il est conditionné par ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, ils ont des routines avant de rentrer sur le terrain, ils ont des routines en sortant du terrain pour justement éviter cela. Et ça me fait penser aux hanches, par exemple. Les hanches de certains footeux, il y a encore quelques années, c'était des hanches à 30 ans qui étaient pas belles à voir en termes de mobilité. Et aujourd'hui, c'est en train de s'améliorer parce que toutes ces routines sont en train de porter leurs fruits. Mais il faut du temps avant que tout ça se mette en place. Mais vaut mieux pas être sportif de très haut niveau, je pense. Niveau du cartilage, ça me paraît clair. Le sport, c'est bien, mais pas à haut niveau. Ça, c'est certain, pour le cartilage en tout cas. Et la médecine peut quelque chose pour prévenir? Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que vous avez quand même bien résumé les choses. Si je peux quand même parler de la transversalité parce que c'est un thème qui est celui de la journée. Et en tout cas, à la sauvegarde, on incite beaucoup là-dessus et on communique beaucoup avec les kinésithérapeutes, le préparateur physique, les chirurgiens, on les embête régulièrement aussi pour discuter des cas avec eux. Et tout ça, c'est centré sur le patient et c'est ce qui permet aussi de lui expliquer, de lui donner des billes à lui pour qu'il puisse gérer ses douleurs, s'adapter, être progressif, régulier et avoir la meilleure hygiène de vie possible. Et le deuxième médecin, est-ce que souvent les patients nous disent «
ah bah faites-moi une petite injection d'acide hyaluronique, de PRP, une fois par an, ça fait du bien, ça me protège. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, Thibaut. pour les injections d'acide hyaluronique et de PRP, les études sont assez claires. Il n'y a pas de bénéfices scientifiques prouvés. Après, dans la vraie vie, ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas de bénéfices aux patients. Et du coup, en pratique courante, on continue à les proposer à nos patients avec, de manière personnelle, mais avec mes confrères aussi, un bénéfice qui est quand même assez appréciable. On approuve. Mais le message est de graisser l'articulation ou le message est de nourrir le cartilage, d'améliorer la condition de vie du cartilage? Pour ma part, le message, c'est un message global. À partir du moment que je propose une infiltration, une injection d'acide hyaluronique ou autre à un patient, c'est une prise en charge globale. C'est-à-dire que je lui dis que si on fait l'injection seule, sans derrière une remise au sport, une remise au mouvement, une hygiène de vie qui est adaptée, ça n'aura aucun intérêt. Donc, oui, ça va avec les conseils qui ont été... exactement. Ouais. Donc, c'est pas pris dans une globalité du sportif, ça ne marche pas. Nicolas. Alors moi j'ai une question toujours justement sur le rhumatologue et je trouve que les articulations sont très différentes. Le genou, moi j'ai l'impression qu'il réagit plutôt pas mal au traitement médical, contrairement à la hanche qui réagit pas bien du tout au traitement médical. Et je suis très emmerdé par ces patients qui sont pré-arthrosiques. Je peux plus grand chose pour eux au niveau chirurgie conservatrice. Enfin ils ont quand même pas encore assez abîmé leur hanche et puis pour que je leur dise d'emblée la prothèse. Et c'est là que je suis très embêté. Donc, voilà. Et est-ce que tu as la même sensation par rapport au genou, à l'épaule, ou vraiment la hanche est particulière là-dessus? Je pense qu'on voit beaucoup plus de gonarthrose et qu'on infile beaucoup plus de gonarthrose. Donc, du coup, le ratio n'est pas vraiment comparable sur l'efficacité ou pas. Après, chaque année, dans nos congrès de rhumato, on refait toute une littérature de la viscosupplémentation, toute une littérature du PRP, par exemple, dans la gonarthrose. Et on n'a aucune indication scientifique prouvée de le faire. Et chaque année, c'est toujours pareil. On en est avec le PRP, on en est avec les viscos. Et chaque année, on a le même résultat, quoi. Et PRP et visco, il y a une différence? C'est un business différent? C'est quoi la motivation de faire l'un ou l'autre? Je titille un peu quand même. Alors, scientifiquement, il n'y a pas de différence prouvée. Après, au niveau business, oui, il y a un business totalement différent sur les prix, sur qui le fait et la manière de le faire. Quoi. Il y a une image aussi patient bien différente entre la viscosupplémentation et le PRP. Quoi. Dans l'épaule, vous faites des injections d'acide hyaluronique? Bon, ouais, c'est exceptionnel. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, sur le versant chirurgical congrès, il n'y a pas d'efficacité prouvée. Et en pratique, on le propose, mais c'est ça. C'est le patient jeune avec une arthrose débutante. On propose une viscosupplémentation quand les lésions ne sont pas trop évoluées, mais on n'en attend pas grand-chose, quoi. Moi, par an, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont améliorés. Le reste, ça n'a pas servi à grand-chose. L'infiltration de corticoïdes, c'est très efficace. On espère que ça dure longtemps, mais après non. En chirurgie, au niveau du genou, nous, on a quand même des petits moyens d'éviter l'arthrose. C'est la chirurgie méniscale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu différent, peut-être de la hanche, peut-être la chirurgie du labrum. Tu nous diras après, Nicolas, si c'est équivalent. Guillaume, tu penses qu'on a progressé de ce point de vue-là pour prévenir, diminuer le risque d'évolution arthrosique? Oui, déjà, il y a beaucoup de lésions qu'on ne réparait pas avant. On l'a dit, les rampes lésions, les lésions de la racine, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'elles existent, mais en fait, ça existait avant. Et les chirurgiens ne les réparaient pas, on n'allait pas forcément les voir, on n'avait pas les instruments pour les réparer. Donc, il y a déjà ça qui a progressé. Après, je pense aussi qu'il faut... On a amélioré l'algorithme de prise en charge. On ne fait pas toujours la même chirurgie pour tout le monde. On s'est amélioré dans le timing aussi de la chirurgie. Il ne faut pas opérer trop tôt et il faut trouver la bonne période pour opérer. Et on ne fait pas, par exemple, des ténodèses latérales à tout le monde, ce qui serait, à mon avis, néfaste, puisqu'il ne faut pas trop en faire non plus. Après, en post-opératoire, moi, je rajouterais que le stretching, être bien attentif à la raideur, c'est important pour le genou. Le poids corporel du patient aussi, travailler avec le patient là-dessus, puisque quand on fait un saut, par exemple sur la rotule, le poids est multiplié par 20.
Et si le patient a une surcharge pondérale, eh ben forcément, ça va avoir un impact hyper important sur le risque de chondropathie. Et moi, j'utilise aussi beaucoup les semelles orthopédiques pour essayer de réaligner les genoux, de décharger le compartiment interne quand il y a un varus. Alors peut-être que j'utilise un peu par excès. Toi, je ne sais pas si David, tu utilises beaucoup. Si tu envoies beaucoup les patients chez le podologue, mais moi, je l'utilise beaucoup et j'ai l'impression que ça aide pas mal quand même. Nicolas, la chirurgie du labrum, ça... Ouais, Oui. C'était juste pour une aparté, mais c'est un petit message. Quand tu poses la question, on a progressé sur les ménisques, donc on protège un petit peu le genou vers l'évolution arthrosique. L'épaule, finalement, l'homme arthrose, c'est un problème, mais c'est pas le premier problème, peut-être contrairement à vous. Nous, c'est plutôt la rupture de la coiffe. Ouais. Et après, il y a l'homarthrose, c'est vrai, et quelque part, celle qu'on voit le plus, c'est l'homarthrose excentrée, donc qui fait suite à une rupture massive de la coiffe non réparée. Et voilà, vous réparez les ménisques mieux. Aujourd'hui, on répare les coiffes beaucoup mieux, et surtout, on sait qu'il faut les réparer tôt. Donc, il y a encore des professionnels qui pensent qu'il faut laisser traîner les ruptures de coiffe, parce que moi, j'ai mon voisin, il a une rupture de coiffe et il va très bien. Oui, mais en fait, un jour ou l'autre, ça va poser problème. Et cette coiffe, si elle se décompense, on sera dans des conditions qui risquent d'être mauvaises pour récupérer. On sait que les deux facteurs pronostiques pour bien récupérer et pour ne pas avoir de récidive, c'est la qualité du muscle et le niveau de rétraction du tendon. Et ces deux éléments, ils évoluent de manière péjorative avec le temps. Donc, si on a un patient qui est symptomatique à 45-50 ans avec une rupture stade 1 du sus-épineux, il a toutes les chances d'aller très bien, et à 15 ans, il n'y a pas de taux de rupture. Enfin, c'est 98% de cicatrisation et on n'en parle plus. Et c'est un patient qui aura une épaule qui sera quasiment normale, oubliée. Et ce patient-là, si on l'infiltre, tout se discute, mais si on l'infiltre, qu'on laisse un petit peu évoluer, on dira on verra, vous allez la compenser. Il faut toujours leur laisser le choix. Hein. Mais par contre, il faut leur expliquer que de toute façon, l'évolution, elle est inéluctable. C'est prouvé, toutes les études montrent que la rupture de la coiffe, elle va de toute façon évoluer à partir du moment où elle est transfixiante. Et que quelque part, réparer tôt, c'est la meilleure façon de guérir. Donc c'est une chirurgie fonctionnelle et préventive de l'homarthrose. Nicolas ? Alors c'est intéressant parce que moi j'ai beaucoup de patients qui viennent et qui des fois sont peu symptomatiques, qui me disent mais j'ai peur pour ma hanche plus tard, opérez-moi pour m'éviter l'arthrose. On sait que la came fémorale, le conflit de hanche et la dysplasie sont arthrogènes et vont donner de l'arthrose. Après, malheureusement, c'est comme tout, on essaye de rester dans l'évidence-based médecine, et donc on peut pas encore, en tout cas, on n'a pas encore le recul sur cette chirurgie pour dire, oui, on va vous opérer et vous aurez moins de risques. On le pense, c'est sûr, en biomécanique c'est logique, mais en théorie, on ne le sait pas encore. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les études toutes les études quasiment qui comparent la résection labrale à la réparation et maintenant à la reconstruction, plus ça va, plus on fait des greffes de labrum. Alors c'est assez curieux parce qu'on prélève du tendon et on se sert de ce tendon pour refaire un labrum parce que ça va refaire un effet joint et petit à petit le tendon va reprendre une structure un peu labroïde. Et donc on sait qu'il y a des meilleurs résultats fonctionnels, etc. Probablement, comme le ménisque l'a montré, qu'à long terme, il y aura aussi des meilleurs résultats sur l'évolution arthrosique. Mais on est beaucoup plus jeune que vous dans cette chirurgie-là, donc on n'a pas votre recul, et voilà. En fait, en chirurgie de la hanche, c'est probablement toi, Guillaume, qui fait de la chirurgie la plus préventive d'arthrose, non ? On sait que la dysplasie, c'est un gros facteur d'arthrose. Après, on n'a pas encore aussi le recul nécessaire, comme disait Nicolas, comme pour le conflit. On n'a pas encore le recul nécessaire pour classer ça dans une chirurgie préventive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on améliore cliniquement les patients. Et s'il y a une évolution arthrosique qui doit continuer, parce que c'est un phénomène biologique qui est déclenché, et une fois qu'il est déclenché, il va évoluer plus ou moins vite suivant les patients. On sait qu'ils sont mieux et que même si on va proposer une chirurgie prothétique plus tard, la période entre la chirurgie prothétique et le moment où ils auront eu la chirurgie conservatrice, ils auront été bien. Voilà. On aura amélioré les symptômes quoi qu'il arrive. Mais... Ouais, c'est vrai que c'est avant tout une chirurgie pour les symptômes, mais on espère qu'à long terme, ça améliorera. Et au fur et à mesure qu'on améliore nos techniques, on répare mieux, on redonne des hanches plus normales. Donc on espère bien que biomécaniquement, c'est logique. Oui, le message sur la coiffe, c'est évidemment un patient symptomatique. Voilà. On n'opère pas des gens qui vont bien parce qu'ils ont une lésion. Oui. Non, on va pas... Quand même, tu parlais de ton voisin qui va très bien avec une rupture de coiffe.
Eh ben, Il est où, celui-là, il faut lui dire, Non. faut se faire opérer ou pas? Non. Non. S'il va bien, on ne peut pas opérer des gens qui vont bien. On ne va pas lui dire, comme disait Nicolas, il faut vous opérer parce que plus tard ce sera mieux. Non. Et d'ailleurs, il y a des patients qui viennent et puis de manière un peu inopinée, ils ont eu une écho, il y a une rupture de coiffe et puis finalement, ça a fait mal 3 jours. Ils ont eu l'écho parce qu'ils connaissaient un tel. Et puis là, aujourd'hui, ils vont très bien, mais ils ont une rupture de coiffe. Voilà, moi, je leur dis souvent, si on faisait une écho à 100 personnes de 60 ans, on en retrouverait 15. Et puis, en fait, il y en a 2 qui s'en plaignent. Mais on ne va pas opérer les 13 autres en prévention d'eux. Donc ça concerne toujours des gens symptomatiques. Mais de toute façon, le biais, c'est que les gens, à partir du moment où ils viennent en consultation, c'est que ça pose problème. Donc c'est une rupture de coiffe qui est symptomatique. Juste vite fait, le voisin, pas le voisin, j'en passe. Il fait beaucoup de bruit avec sa tondeuse. Il fait beaucoup de bruit avec la tondeuse. Non, c'est pareil, la cam, on a souvent des patients où on a une radio, évidemment, on a le bassin de face, donc on a les 2 hanches, on voit la cam des 2 côtés, il se plaint que d'un côté. Souvent, il est angoissé en nous disant qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, etc. Mais on lui dit, tant que ça vous fait pas mal, on n'y touche pas, hein, on est bien d'accord. Caroline? Oui, je voulais rajouter un mot sur la podologie. Du coup, ce qui semble être prouvé dans les études, c'est l'amélioration des douleurs sur l'arthrose fémoro-tibiale interne, l'utilisation des semelles. Valgisante. Oui, c'est ça. Après, c'est les podologues ça qui gèrent. Il n'y en a pas aujourd'hui pour en parler, mais... Et les chondroprotecteurs dans tout ça, les petits, la chondroïtine, le petit gibolin, là, le rayon pharmacie où il y a tout un rayon d'arthrose. Alors, peut-être un comme peu moins chez l'homme. Comme depuis 30 ans, ça n'a pas changé. Les recommandations, c'est vous pouvez essayer et, pour une durée de 3 à 6 mois. Si vous trouvez un bénéfice, vous poursuivez. Si vous ne trouvez pas de bénéfice, vous pouvez arrêter. La diététique, Alexandre, ça va avec la kinésithérapie sportive? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose sur lequel... C'est quelque chose qui va avec votre spécialité, votre... Non, on se doit d'avoir des notions sur ça pour pouvoir mieux en parler avec le joueur. Après, on réfère à des spécialistes qui font que ça au quotidien et qui sont pointus dans leur domaine. Mais c'est clair que la diététique, je dis toujours, on mange 3 fois par jour. Et puis ce qu'on met dans le moteur, ça va influencer tout un tas de choses. Et il est capital de mettre ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on ne parlerait même plus de diététique, on parlerait plutôt de micronutrition, plutôt. Ces interactions entre différents éléments, et ça, c'est important. L'équilibre acido-basique, par exemple, le rapport oméga-6, oméga-3, j'en passe et des meilleurs, mais qui ont des vraies influences sur les facteurs pré- ou pro-inflammatoires, sur la récupération, sur le sommeil. Donc ça, c'est des vecteurs importants de récupération. L'hydratation pour les tendons, c'est vrai, c'est pas vrai? Non, il faut boire. Ouais, ça c'est des croyances quand même plutôt françaises. Aujourd'hui, si on prend, là je vais pas être course à pied, mais si on prend les derniers consensus d'experts sur la course à pied, ils vous disent tout simplement, bois quand t'as soif. Ouais. Que ça soit avant, pendant, après. Avec le verre d'eau. La meilleure des choses, c'est écoute ton corps, il te parle, et s'il te dit t'as soif, bois. Si t'as pas soif, bois pas. Nous, on nous disait de boire avant la soif quand on faisait du sport. Oui, mais ça, c'est des arguments, je pense, un peu commerciaux. Ça permet ces Gatorade ou tous ces trucs-là qui permettent justement, en disant si tu bois avant d'avoir soif ou tant de gorgées toutes les 10 minutes, tu vends plus de produits. Donc je pense qu'effectivement, il y a un petit billet par rapport à ça. Quentin, tu bois beaucoup? Oui, je bois beaucoup. Non, mais pour rejoindre ce que dit Alex, l'alimentation, le sommeil, tout ça, c'est nous ce qu'on appelle l'entraînement invisible en prépa physique. Ouais. Et c'est très très important, c'est un facteur primordial dans la gestion du sportif. Il faut savoir que l'activité sportive, elle est là pour créer des inflammations. Ces inflammations créées par tous les impacts, toute la pratique, c'est la récupération qui va faire ensuite que si ces inflammations sont gérées, on va recréer des tissus, on va recréer de la force musculaire et on va s'adapter. Mais si on ne gère pas à la côté l'entraînement invisible et qu'on ne gère pas ces inflammations, elles vont être là justement, elles vont participer à tout ce qui est dégénérescence et elles vont favoriser les blessures. Donc ça, c'est quelque chose, cet entraînement invisible qui est très très important. Et on sait que si on s'alimente mal et si on dort mal, la gestion de ces inflammations est beaucoup plus complexe. Et c'est là où on peut amener la blessure justement. D'accord, intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Je suis sûr que vous avez des questions à poser à ce panel de spécialistes. Bon. Pas de questions? Pas de questions. Alors, je vais poser d'autres questions. N'est-ce pas? Sur le parachutisme? Quand on tombe, on vieillit plus vite?
Merci pour cette question. Non. On a les trois représentants la hanche, l'épaule, le genou. Pour vous, c'est quoi la grosse différence entre ces trois articulations? On dit que l'épaule, ça marche un peu comme la hanche, mais c'est pas vraiment exactement comme la hanche. Le genou est entre la hanche et pas l'épaule, la cheville, mais c'est une articulation très portante. Comment vous voyez cette différence tous les trois? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une différence. Oui. Déjà. Donc c'est marrant d'en discuter entre nous et d'avoir cette L'épaule, table c'est ronde. vachement plus complexe. Alors, on ne marche pas sur les épaules. Donc effectivement, comme il dit, il est peu gêné finalement par l'arthrose sur l'épaule, sauf quand les tendons ne gardent pas l'épaule centrée, si j'ai bien compris. Voilà, en fait, la coiffe, vous savez, c'est un rôle de centrage. Si on n'a plus de coiffe, le deltoïde tracte l'humérus vers le haut. Et ce qui fait monter l'humérus vers le haut, c'est l'amyotrophie de l'infraépineux. Et donc, s'il y a une rupture de cet équilibre entre le deltoïde et la coiffe, l'humérus monte, du coup, on excentre l'articulation et on l'use précocement. Voilà. Donc, c'est plutôt une arthrose qui est secondaire. La hanche, c'est multidirectionnel, donc ça a besoin de vraiment bouger dans tous les sens. Et le problème, c'est qu'avoir une hanche parfaite qui autorise tous ces mouvements-là, il n'y en a pas tant que ça. Alors, soit on fait les sports qui, heureusement, ne vont pas dans les mouvements où la hanche n'est pas parfaite, mais si on fait le sport qui va dans le mouvement où la hanche n'est pas parfaite, on crée des micro-instabilités, c'est-à-dire des micro-traumatismes. Donc, en fait, au lieu d'avoir une hanche concentrique, on se retrouve avec des effets de subluxation. Alors, le mot est un peu fort, mais voilà. Et c'est ça qui abîme la hanche. Et puis le genou, c'est encore différent. Alors, pour la hanche, juste une chose. Moi, j'ai la notion que quand on court beaucoup, les coureurs de fond, les coureurs, les fous, quoi, ils ont beaucoup plus d'arthrose de hanche. Au niveau du genou, j'ai pas l'impression que d'être un coureur de fond, un coureur de marathon, de trail ou d'ultra trail soit très péjoratif sur le genou. Est-ce que tu as cette notion que sur la hanche, ça génère plus d'arthrose? C'est une bonne question. Moi, je trouve j'ai plus tendance à dire que la course, en tout cas sur terrain plat, dès que ça monte, c'est différent. Ouais. Dès que ça monte, effectivement, tu vas taper plus dans le conflit. Mais tu n'as pas particulièrement de gens très jeunes qui ont de l'arthrose parce qu'ils courent? Non. C'est des facteurs prédisposants. Oui, Alexandre. Non, par rapport à la course, aujourd'hui, si on compare des populations de marathoniens, oui. Donc c'est quand même pas des petites distances, même si aujourd'hui le marathon se démocratise et maintenant c'est plus l'ultra trail, mais une population qui est aux alentours de 60 ans qui court des marathons de manière très régulière n'a pas plus d'arthrose qu'une population sédentaire. Au contraire, le sédentaire a plus d'arthrose que le coureur marathonien régulier depuis des années. Donc faites du sport de manière régulière, ni trop ni pas assez, mais c'est plutôt protecteur. Oui, d'accord. Okay. À partir du moment où on est dans le sport dans l'axe. Guillaume, tu voulais ajouter un mot? Oui, le genou, déjà, c'est la plus belle des articulations, puisque c'est vrai. Elle est très complexe. Tu as un complexe ligamentaire très développé, les croisés, les collatéraux, les deux ménisques. Il y a à la fois beaucoup de mobilité et elle est assez restreinte dans ses axes. Donc, et puis il y a la patella. La patella, c'est la seule des trois qui a un os et une troisième articulation qui vient nous compliquer quand même pas mal la vie sur les douleurs post-opératoires. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de chondropathie fémoro-patellaire chez les coureurs, ou de douleurs en tout cas fémoro-patellaires. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois, Alexandre. Uniquement sur la rotule et pas en fémoro-tibial. Voilà, c'est ça pour moi les particularités. Et les deux morphotypes, enfin les différents morphotypes. Tu as valgus, varus. Il y a quand même des pathologies très différentes si on est dans un cas ou dans l'autre. Caroline ? J'allais poser la question justement parce que tu disais que la chondropathie patellaire, ça n'existait pas vraiment, ou est-ce que tu peux nous... J'aime pas ce terme de chondropathie ou de chondropathie. Ils ont beaucoup de la chondropathie, les gens. Ou de la chondromalacie. Ce sont des mauvais termes. Il faut utiliser une lésion type 1, 2, 3, 4. C'est de la classification de l'ICRS, on dit, et c'est comme ça qu'il faut déterminer les lésions cartilagineuses. Stade 4, c'est os. Stade 3, on commence à voir un petit peu l'os. Stade 2, c'est ce cartilage qui est un peu fibrillaire. Et stade 1, c'est une lésion un peu isolée, quoi. Et ça, c'est très important de le savoir, de le grader. Et chaque fois que quelqu'un a mal au genou et qu'on lui fait l'arthroscanner
qui peut-être est bien pour l'épaule, mais pour le genou, j'aime pas du tout l'arthroscanner parce qu'on voit toujours des lésions cartilagineuses et les gens ont peur de l'arthrose. C'est très fréquent en fait et c'est pas forcément symptomatique. C'est pas la lésion cartilagineuse focale qui va être symptomatique à la course, à l'activité sportive. Je crois qu'on arrive à la fin de cette journée et je ne peux que remercier vous tous d'être ici et vous toutes d'être ici et d'être restés jusqu'à la fin. Remercier nos chers organisateurs et médico-chirurgical avec Clinique Médico-Sport. Merci beaucoup, ça a été super bien organisé. Nos partenaires aussi qui se sont investis et qui ont investi dans cette journée, c'était vraiment super. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à être avec vous, à discuter. C'est une occasion, nous, de nous rencontrer aussi et d'échanger encore plus sur cet aspect transversal. Et on espère qu'il y aura une autre édition, probablement l'année prochaine. À bientôt. Ciao, ciao tous.